de l'association Autisme Genève et Autisme Bassin Lémanique, je vous souhaite la bienvenue à cette matinée colloque-débat qui est centrée sur la problématique de la formation dans les troubles du spectre autistique. C'est une problématique qui est vaste, complexe et cruciale pour l'avenir de nos enfants. Donc, je suis ravie que ce matin, nous puissions à la fois avoir des conférenciers de qualité qui viendront nous présenter des modèles possibles pour l'accompagnement des enfants autistes et également un débat pour pouvoir voir quelles sont les idées des uns et des autres autour de cette question. Alors, je tiens avant tout à remercier du fond du cœur les conférenciers qui nous ont fait l'amabilité d'accepter notre invitation, Madame Bernadette Roger, Madame Evelyne Tomel et Monsieur Adrien, qui viendront donc apporter leurs idées sur cette thématique. Je tiens également à remercier du fond du cœur Madame Sandrine Salerno, maire de Genève, qui, de par sa présence, atteste de l'importance qu'aujourd'hui le monde politique accorde à la problématique des troubles du spectre autistique. Enfin, je tiens aussi à remercier toute l'équipe des bénévoles qui ont mis sur place ce colloque, et tout particulièrement Marjorie de Chastenay, qui en a été l'instigatrice, le pilier fondamental, puisqu'elle en a assumé l'organisation et la mise en place aujourd'hui. Donc qu'elle soit remerciée au nom de tous les parents. Avant de reprendre la parole tout à l'heure et de la céder à Madame Salerno, je donne la parole à Madame Nadège Mongou, qui est présidente d'Autisme Bassin Lémanique, pour qu'elle puisse présenter son association. Bonjour, merci et bienvenue à tout le monde. Je me joins à Marie-Jeanne pour remercier les conférenciers de leur présence et les organisateurs. Je vous présente donc Autisme Bassin Lémanique, qui est une toute jeune association française qui a été créée en juin 2012. On était donc plusieurs parents à nous rendre régulièrement au cours d'échanges proposés par Autisme Genève, et cela nous permettait de pouvoir nous retrouver, de pouvoir échanger lors de nos trajets et rompre la solitude face au handicap de nos enfants. Donc tout naturellement, on a eu l'idée de créer une antenne d'Autisme Genève. Marie-Jeanne qui est vraiment favorable à cette antenne, à la création de cette antenne. Donc ABL est devenue la petite sœur d'Autisme Genève, partageant les mêmes valeurs, le même combat, les mêmes inquiétudes face à l'avenir de nos enfants, de nos ados et de nos adultes. ABL aujourd'hui propose des activités, par exemple de loisirs, des rencontres de parents aussi, et surtout des formations pour parents et professionnels afin de permettre de mieux comprendre la problématique de l'autisme et comment gérer le quotidien d'un jeune avec un jeune porteur d'autisme à la maison, à l'école, en société, sur le plan professionnel. Ainsi, améliorer la qualité de vie des personnes avec autisme et de leur famille, c'est un vrai objectif. Afin de réaliser, il faut pouvoir proposer à toutes les personnes qui accompagnent nos enfants, nos ados, les adultes, une formation spécifique. Par exemple, en France, nos enfants peuvent bénéficier d'une scolarisation en milieu ordinaire selon la loi du 11 février 2005, qui est la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Nos enfants sont alors accompagnés d'AVS, des auxiliaires de vie scolaire, à l'école. En théorie, c'était vraiment une grande avancée dans le monde du handicap, cette loi, mais en pratique sur le terrain, les familles se heurtent souvent à un mur parce que la formation des AVS est quasi inexistante, en tout cas dans le domaine de l'autisme, c'est très spécifique. Il faut vraiment connaître les besoins spécifiques des personnes porteuses d'un trouble du spectre autistique, et l'AVS aussi se voit souvent démunie face aux besoins spécifiques de cet enfant. Donc en France, seules 2 universités délivrent une formation diplômante et spécifique, donc l'Université de Paris-Descartes et l'Université de Toulouse. Et la Haute-Savoie, voire même la région Rhône-Alpes, donc on se sent un petit peu isolé. C'est pourquoi aujourd'hui, on se joint à Autisme Bassin Lémanique, se joint à cette réflexion autour de la problématique de la formation pour offrir une qualité de vie aux personnes avec autisme dans le respect de la dignité humaine. Et pour conclure, je voulais citer un petit extrait d'un article de Jim Sinclair, Ne n'y pleurez pas. Donc il décrit ce que pourrait penser un parent de son enfant avec autisme. Ce n'est pas l'enfant que j'espérais et prévoyais. C'est un enfant extraterrestre qui a atterri dans ma vie par accident. Je ne sais pas qui est cet enfant ni ce qu'il deviendra, mais je sais que c'est un enfant échoué dans un monde étranger, sans parents de son espèce pour prendre soin de lui.
il a besoin de quelqu'un pour s'occuper de lui, pour lui apprendre, pour lui servir d'interprète et pour le défendre. Et parce que cet enfant étranger est apparu dans ma vie, ce travail m'incombe si je le veux bien. Moi, je pense que ce travail est effectivement incombe aux parents, bien sûr, mais aussi à tous ceux qui entourent cet enfant, cet ado, cet adulte, et qui l'accompagnent dans son quotidien. Vraiment, cette réflexion de la formation, l'accompagnement qui nous paraît vraiment important. Voilà. Merci. Merci beaucoup, madame. J'ai oublié évidemment de mentionner la présence de Christophe Ingard, qui est le journaliste qui tout à l'heure animera les débats et mènera un petit peu les choses au niveau des questions publiques et conférenciers. Donc je le remercie très sincèrement de sa présence. Tout à l'heure, juste après l'intervention de Mme Salerno, il expliquera également sa présence ici et son groupe. Alors, avant de donner la parole à Mme Salerno, une question fondamentale, poser le cadre peut-être de cette matinée. La formation dans le domaine des troubles du spectre autistique, où sont les enjeux? Comme vous le voyez à travers ce schéma un peu simplifié, vous voyez que l'autisme, les troubles du spectre autistique sont à la croisée de plusieurs savoirs. Il y a la pédagogie, l'éducation, il y a la psychologie, il y a le côté médical, et il y a également toutes les thérapies pratiques, comme la logopédie, l'ergothérapie, la psychomotricité, etc. Et puis, à la base, peut-être, et comme point d'union de tous ces savoirs, il y a le domaine de la recherche. Eh bien, il y a une question qui est importante à retenir, c'est que les courants de pensée au niveau de la recherche ont une influence directe sur les savoirs, qui, eux, induisent les pratiques. Donc, lorsqu'on parle de la formation, on est obligé de se poser la question de savoir, finalement, quels sont les courants de pensée sous-jacents qui prédominent dans le domaine de la recherche, y compris ici dans le canton de Genève. Alors, dans nos régions francophones, je me pose un certain nombre de questions. Quels sont les courants de pensée sous-jacents en pratique? Comment les savoirs académiques sont-ils élaborés dans les autres écoles qui préparent les futurs professionnels? Quelles sont les formations continues proposées pour étayer la formation initiale, s'il y a formation initiale, et de quelle nature sont-elles? Ce sont des questions clés que nous serons amenés peut-être à débattre tout à l'heure. Petite réflexion pour le débat, justement. Est-ce que, dans l'audience, vous savez qu'à la HETS, donc la Haute École du Travail Social, ici à Genève, c'est la filière de formation pour les éducateurs, qui sont majoritairement présents sur le terrain, plus de 80% des professionnels, ce sont les éducateurs. Il est possible d'avoir 2 cours sur les troubles du spectre autistique diamétralement opposés sur le plan théorique. Savez-vous qu'il est possible, selon la manière de choisir ses crédits, de faire un cursus entier en faculté de sciences de l'éducation, en psychologie ou à l'institut universitaire de formation des enseignants, sans avoir quasi jamais entendu parler des troubles du spectre autistique? Or, les étudiants issus de ces filières représentent à peu près le 20% des effectifs dans les institutions, des 4, 18, 20 ans. Savez-vous aussi que les étudiants en médecine, et plus tard les pédiatres dans leur formation de spécialisation, ne bénéficient quasi d'aucune formation spécifique dans ce domaine, alors qu'ils concernent 1% de la population? Est-ce que vous savez également que dans les formations post-grade, les cours prodigués parlent parfois de psychose infantile et que les références bibliographiques, je me suis amusée un peu à les éplucher, gravitent autour d'une littérature considérée comme caduque au niveau international. Ainsi, sur le terrain, il y a majoritairement des professionnels peu formés, chapeautés par des cliniciens majoritairement formés à des courants psychodynamiques. Qu'en est-il des pratiques dans un tel contexte? Ce sont des questions. Donc, je repose la question, la formation dans le domaine des TSA, où sont les enjeux? Peut-être de cesser de faire croire que la liberté académique peut autoriser dans un lieu de savoir de dire tout et exactement son contraire. Qui doit trancher? L'étudiant? Il ne faut pas mélanger convergence et contradiction. Peut-être d'avoir des jeunes qui arrivent le plus formés possible sur le terrain pour éviter
qu'on les forme encore à grands coups lorsqu'ils sont déjà censés être le plus opérationnels possible. Peut-être aussi de demander au monde politique de s'intéresser enfin aux problèmes majeurs que sont les troubles du spectre autistique dans notre société. Une personne sur 100, ce n'est pas anodin. Peut-être d'établir enfin ce que Autisme Genève demande depuis 6 ans, un plan autisme qui coordonnerait les bonnes pratiques déjà définies et pratiquées ailleurs depuis longtemps. Peut-être aussi qu'il faudrait, dans le domaine des spectres autistiques, commencer à penser qu'innover, ce n'est pas d'avoir une nouvelle idée, mais arrêter d'avoir une vieille idée. Je vous remercie pour votre attention. Et je donne tout de suite la parole à Madame la maire, dont je vous prie de faire bon accueil. Mesdames et messieurs, chers amis, tout d'abord, merci de m'accueillir ce matin au CMU sur un enjeu qui est très important pour vous si vous êtes des familiers concernés ou des professionnels, mais très important de manière générale, raison pour laquelle je suis présente ici. Je le rappelle en préambule, le domaine de la santé, ce n'est pas la compétence des communes. La ville de Genève, c'est une commune. Donc très concrètement, et par rapport à l'appel de la présidente qui demandait aux hommes et aux femmes politiques de se mobiliser, je dois quand même un peu freiner votre enthousiasme. Je ne suis peut-être pas la plus adéquate des interlocutrices. Cela dit, quand vous en tenez une, c'est quand même toujours bien de la garder, premier point. Et puis, deuxième point, raison pour laquelle le conseil administratif de la ville de Genève, l'exécutif de la ville, a décidé de venir dans cette matinée de réflexion, d'y participer. C'est parce que vous l'avez dit, Madame la Présidente, le phénomène des troubles à spectre autistique, vous remarquerez d'ailleurs que pour moi c'est une terminologie relativement nouvelle, c'est quelque chose qui touche une personne sur 100 dans notre société et que ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin et on a donc besoin de soutenir les mouvements associatifs comme le vôtre qui montrent une belle volonté d'aller de l'avant, de faire évoluer les pratiques. Ce matin, sur un enjeu fondamental qui est celui de la formation et de l'accompagnement. On le sait, et vous le savez mieux que quiconque, que la personne atteinte de troubles du spectre autistique, si elle est bien accompagnée, bien comprise depuis le départ, pourra développer au mieux les potentiels qui sont les siens, que par contre, s'il n'y a pas cette rencontre entre le formateur, l'accompagnant, qui doit dépasser le simple cadre familial, eh bien, elle verra ses potentialités gâchées. L'intérêt pour la ville de Genève d'être présent aussi ce matin, c'est le fait de rappeler qu'un des objectifs fondamentaux pour une collectivité publique, c'est de construire une société solidaire, une société où chacun, chacune, à sa place, doit pouvoir se développer indépendamment des différences et je dirais même en utilisant les différences. Nous sommes toutes et tous différents, nous avons des origines culturelles différentes, un genre différent, parfois des handicaps qui nous touchent ou qui ne nous touchent pas, des parcours qui ne sont pas semblables et ces différences sont un atout pour la société, doivent l'enrichir, doivent lui permettre aux politiques comme aux citoyens de se questionner, d'avancer et de construire un espace social qui soit inclusif pour toutes et tous. Aujourd'hui, vous parlez d'une problématique en général, mais dans les faits, bien souvent, j'interviens sur des publics très différents avec la même préoccupation, celle de l'inclusion sociale. Et ça, c'est la responsabilité des pouvoirs politiques, de la même façon que c'est la responsabilité des citoyens, des citoyennes à leur échelle de se mobiliser pour une société inclusive. Vous le faites, je tenais à le saluer, à venir pour vous en remercier. Je pense que c'est très important que les milieux associatifs, que les professionnels, que les politiques s'appuient, se renforcent une partie du travail que vous faites, des théories, des réflexions, des pratiques que vous développez. Nous ne pouvons pas les développer dans le milieu administratif. Nous devons donc vous écouter, vous entendre, adapter les pratiques qui sont les nôtres, renforcer les points faibles que nous pouvons avoir en tant qu'administration publique en regardant un peu mieux les personnes qui, sur le terrain, réfléchissent ou concrètement agissent avec les personnes touchées de troubles du spectre autistique. Je
Je vous souhaite une très belle matinée de travail et de discussion. Je vous remercie sincèrement pour la mobilisation qui est la vôtre, pas uniquement ce matin sur ce colloque, mais tout au long de votre vie de parents. Rappelez aussi que sur toute la problématique du tiers aidant, même si ce n'est pas celle que vous abordez ce matin, il y a aussi beaucoup de progrès et de soutien à faire de la part des pouvoirs publics. Merci Madame la Présidente, Mesdames les Présidentes, pour le travail que vous faites, en tout cas le dynamisme et la détermination dont vous faites preuve. Nous en avons bien besoin. Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite un très bon colloque. Bonjour, merci aussi. Je suis donc très heureux d'être ici et honoré d'avoir été invité pour animer cette matinée. En 2 mots, je suis journaliste scientifique à la radio-télévision suisse. Et en guise d'introduction, j'ai préparé un tout petit papier pour un petit peu expliquer pourquoi peut-être je suis là aujourd'hui. J'ai eu l'opportunité de découvrir l'univers de l'autisme grâce à un ami d'université, père aujourd'hui d'un petit garçon autiste. C'est grâce à lui et aux associations romandes que j'ai pu ensuite réaliser, il y a 4 ans maintenant, un long reportage, une longue enquête pour l'émission 36.9 de la radio-télévision suisse. Expérience extrêmement enrichissante sur un point professionnel évidemment et également sur un point humain. Ce que je ne savais pas, c'est que 4 ans après cette immersion au cœur d'un cerveau autiste, eh bien, je m'intéresserai toujours aujourd'hui aux troubles du spectre autistique. Et pour l'anecdote, je viens de tourner cette semaine, mardi pour être précis, un reportage sur la synesthésie. Alors, la synesthésie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une aptitude cérébrale qui est même 4 fois, je l'ai appris, 4 fois plus présente chez les autistes que chez nous neurotypiques. Et pour ceux qui découvrent ce terme, la synesthésie, c'est quelque part un phénomène neurologique où 2 sens sont littéralement neurologiquement associés l'un avec l'autre, un don absolument fascinant, en tout cas au prime abord. La personne que j'ai pu filmer, qui n'est toutefois pas, elle, autiste, voit donc au sens premier du terme tous les sons et tous les bruits. Ces sons et ces bruits sont colorés, ils ont des formes diverses et ce ne sont pas des hallucinations. Selon les neuroscientifiques, il y aurait une 60aine de ces synesthésies différentes, d'union entre un sens et un autre, et fait étonnant, effectivement, près de 20% des autistes seraient synesthètes. L'un des plus connus et qui a la chance, lui, de pouvoir en parler, c'est bien sûr Daniel Tammet, auteur du livre « Je suis né un jour bleu ». Là où ça devient intellectuellement très intéressant, c'est qu'une hypothèse pour expliquer cette synesthésie, c'est l'hyperconnectivité du cerveau. En clair, des neurones hyper reliés entre eux. De quoi renforcer une idée, une hypothèse, celle que certains synesthètes, mais aussi certains autistes, se détournent du contact humain, non pas par manque d'intérêt, mais plutôt à cause d'un cerveau avec des câblages différents, dans lequel un court-circuit est relativement fréquent. Ces cerveaux différents donc, ne se détournent pas de nous parce qu'ils sont idiots, mais bien à cause d'inondations sensorielles envahissantes dans un cerveau hyperconnecté. Je trouve cette anecdote intéressante, cette hypothèse intéressante, et elle est placée ici non pas pour mettre en avant mon travail, mais pour dire que plus j'avance journalistiquement et scientifiquement dans les méandres de cette condition humaine un peu différente, plus je constate qu'il y a effectivement beaucoup à apprendre et que véritablement les croyances du passé sont de plus en plus mises à mal par les faits scientifiques d'aujourd'hui. Et en guise de conclusion, c'est un peu pour ça que si la compréhension de cette condition humaine change, je pense qu'effectivement la prise en charge se doit de changer également. D'où, je pense, cette séance, cette matinée, pour essayer de comprendre comment, à partir de nouvelles connaissances scientifiques peut-être, la prise en charge et le rapport avec ces personnes autistes se doivent de changer aussi. Voilà ce petit mot d'introduction de ma part, absolument quelque part fasciné aujourd'hui de plus ou moins avancer et de mieux comprendre cette problématique de l'autisme à travers mon travail de journaliste scientifique. Et pour maintenant clairement rentrer dans le vif du sujet, je souhaite inviter à la barre, si l'on peut dire, le professeur Jean-Louis Adrien, qui est professeur en psychopathologie de l'enfant à l'Université de Paris-Descartes, responsable de la licence de l'intervention sociale accompagnant de personnes avec autisme et troubles apparentés, et également auteur de nombreux articles sur l'intégration et l'accompagnement des personnes autistes. Merci beaucoup.